Nous sommes le lundi 21 octobre 2019 et nous vous retrouvons avec beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur. Vous voudrez bien nous tolérer la voix quelque peu caverneuse, une vilaine griffe s'est invitée chez nous, mais nous gérons. En début de cette émission, il nous plaît de saluer avec beaucoup de chaleur un nouvel ami que nous sommes fait ce matin. Il s'agit de monsieur Doukoua Douga. Monsieur Doukoua Douga qui est éleveur de porc à Codemé. Il nous a fait l'honneur de se déplacer spécialement à la station pour faire notre connaissance et visiter un peu nos studios. Nous y sommes très sensibles. À l'émission de ce jour, à la technique, c'est Don Piero Gado Suleiman qui est à la console pendant que Jorda Koucha prend les sons et les images qu'il va vous envoyer incessamment. Nous savons être suivis un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi nous vous saluons tous autant que vous êtes. D'autant plus que aujourd'hui lundi, nous accueillons une dame, une consoeur journaliste, Edwige Pédo. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Si je ne me trompe, c'est la première fois que je démarre cette émission en début de semaine avec une dame. D'autant plus que cette dame est venue nous parler de sport. Tout à fait. Je suis venue vous parler de sport parce que le Togo était aux Jeux mondiaux de plage à Doha, au Qatar. Voilà, le Togo qui était aux Jeux mondiaux de la plage au Qatar, capitale Doha. Le Togo est revenu avec les deux équipes que nous avons présentées en hommes comme en dames. Nous allons en parler, mais nous allons également nous associer à ce bonheur que nous ont offert les éperviers locaux qui sont rentrés hier après avoir réussi à se qualifier pour le prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se jouera au Cameroun. Nous allons aussi en parler avec le confrère Aliro Moru Chakala. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Et le plus jeune d'entre nous à la tête toute blanche de coton, dirait-on, Lucien Dossou-Mensan. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci, nous attendons incessamment un quatrième confrère, voire un cinquième, mais par prudence, assurons-nous de leur présence avant de vous dévoiler qui ils sont. Tradition, la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de l'écrivain français André Gide qui a écrit que toutes choses sont déjà dites, mais personne n'écoute. Il faut donc toujours recommencer. Toutes choses sont déjà dites, mais personne n'écoute. Et il faut donc toujours recommencer. C'est ce que nous écrit André Gide et nous partageons avec vous tout comme ce vu et constaté. Aliro Moru Chakala, vous connaissez la banlieue nord de Lomé, notamment le quartier Agoué. Oui, absolument. Agoué, plus précisément au lieu dit Angome Pota. Bon, Agoué, oui, Angome Pota. Et bon. sur la voie qui passe devant, qui passe à Angome Pota, il y a ce magasin King Store. Eh bien, à une rue de ce magasin King Store, nous avons constaté ce week-end qu'on construit là-bas une nouvelle station-service. C'est bien s'il faut délocaliser et servir des carburants aux usagers que nous sommes. Sauf que la nouvelle station-service est en train d'être construite sur un lot, à peine un lot, dans un espace très exigu, entre deux habitations de part et d'autre et un restaurant. Donc il n'y a pas d'espace de dégagement, il n'y a pas d'espace de sécurité. Or, le carburant, c'est une denrée hautement inflammable. Son commerce requiert des conditions de sécurité spéciales. Bien sûr, nous sommes des profanes, mais nous n'avons pas constaté des espaces de dégagement, des espaces de sécurité, d'autant plus que la nouvelle station va être insérée entre deux habitations et
un restaurant où on prépare avec le feu risque, disons, d'enflammer les carburants. Alors, de façon profane, nous interpellons l'Agence nationale pour la gestion de l'environnement, l'ANGE, l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, et les sapeurs-pompiers de nous rassurer sur les études d'impact environnemental et également les conditions de sécurité de cette nouvelle station qui va être construite pour que nous n'ayons pas à nous plaindre éventuellement d'un sinistre. À l'Héroux, voilà le vieux constaté que nous exposons de façon toute profane. Non, le décor est très bien planté, mais malheureusement, vous arrivez à constater quelque chose qui est légion dans notre capitale. C'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre d'implantation de stations. Je sais pas si les études sont vraiment réalisées avec tout ce que cela peut induire comme précaution à prendre. Vous voyez un peu, c'est vrai, les stations d'essence, ça pousse comme des champignons dans la capitale. Il suffit de trouver un petit espace, que ce soit dans des coins où il y a monde, il y a foule, mais on n'hésite pas à y implanter ces stations d'essence. Donc, je crois que ce que vous venez de relever est très pertinent et il appartient aux uns aux autres, à ceux qui sont censés peut-être délivrer ces permis d'installation de ces stations-là, de nous rassurer que finalement nous allons cohabiter avec cette myriade de stations sans qu'on ait peur de quoi que ce soit. Mais le cas évoqué tantôt est un cas à très haut risque. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour s'en convaincre parce que à côté il y a un restaurant. Alors que on est censé préparer et utiliser peut-être du gaz butane, pourquoi pas du charbon, et le risque est fort que la petite étincelle peut faire embraser, et puis avec tout ce que nous pourrions constater comme dégâts. Donc, il faut, c'est vrai, nous avons besoin d'avoir des stations d'essence pour nous servir un peu partout quand nous voudrions, mais quand même qu'on n'aille pas faire de ces stations d'essence des cohabitants dangereux pour nous. Merci. Peut-être que d'aucuns diraient que nous exagérons outre mesure. C'est pourquoi nous en appelons à l'Agence nationale de gestion de l'environnement, l'ANGE, l'Agence nationale de protection civile, ANPC, et surtout les sapeurs-pompiers de nous rassurer si toutes les études d'impact environnemental et si toutes les conditions de sécurité sont remplies pour cette nouvelle station ou bien toutes autres qu'on verrait à trouver en ville. Je l'annonçais, il est avec nous, Didier Assogba, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci, nous sommes dans une saison de pluies toute particulière avec des pluies qui n'en finissent pas, avec les dégâts collatéraux. Dieu merci, nous n'en sommes pas aux dégâts très élevés que les mêmes pluies ont infligé à nos voisins du Ghana, mais c'est tout comme il y a des quartiers de Lomé ici où les habitants sont allés trouver refuge ailleurs. C'est la même chose qui se passe à quelques dizaines de kilomètres de Lomé ici, dans la basse vallée du fleuve Mono. Et Lucien Jossou Mensan, dont le village à Vévé se trouve même sur les bords du Mono, en aval, nous en parle. Le combat du peuple qui écrit plusieurs localités du bas Mono sinistrées. C'est un joli article à la page 5. Je lis par exemple que le fleuve Mono cause des dégâts énormes depuis au moins une semaine. Des champs sont inondés, des produits des champs dévastés et emportés. Des villages comme Agome-Glozou, Agbetikor, Agome-Seva, Bandidi, Batonou, Aveve, Pondave, Adame, Agbanakin, Sakpove sont devenus des îles isolées, malheureusement sans secours. Voilà le constat que vous partagez avec nous, Lucien Jossou-Mensa. C'est une réalité, tu peux aller voir. Même le pont d'Adéhol a failli être emporté dans la journée. Il a fallu que des gens ont été obligés de faire un détour par, comment l'appelle-t-on, Tablebois avant d'arriver à Lomé. Le pont au niveau des Ébés, non, il fallait voir. Hier, c'est difficilement que les véhicules arrivent à faire. Parce que le débit d'eau le débit d'eau est tel que si on ne fait pas attention, ça va l'emporter. Donc, à ce qui veut dire que moi, ce que j'ai dit, nous sommes devant un fait. Et il y a toute une zone. Le micro, s'il vous plaît. Il y a toute une zone géographique qui est complètement isolée.
chez moi, c'est moins pire que par exemple à Damek, Mondavé, où les gens n'ont même pas où mettre les pieds. Si d'ici demain, on ne construit pas des tentes au moins pour les évacuer sur des crêtes ailleurs, je peux vous dire que vous allez enregistrer des morts. Parce que c'est devenu sérieux. Le fleuve Mono est sorti de son lit. Moi, je te dis que toi, tu connais chez moi, mais exceptionnellement, l'eau est rentrée dans ma maison. Jusque chez vous? Oui, l'eau est rentrée dans la maison, ce qui est... Alors, si l'eau est arrivée juste dans votre résidence, ça veut dire que toutes les maisons en aval sont vraiment inondées. De toutes les façons, ce que je dis, nous en appelons aux autorités de faire vite. S'ils veulent enregistrer des morts, des cadavres avant, ils les auront. Voilà. Merci. Voilà, le constat est là. On nous dira que c'est des phénomènes naturels avec cette saison exceptionnelle. Phénomène aggravé par le barrage de Nangbeto qui a ouvert ses écluses dernièrement. Ça veut dire que le débit d'eau dans le bas cours du Mono est encore plus puissant. Et ça, c'est le constat, mais ce que relève Lucien Diossou-Mensah, Didier Assogba, c'est que le combat du peuple parle d'une sorte d'inertie de la part des autorités qui n'ont juste pas encore pris des mesures devant les ravages causés par les eaux. Je sais juste que les autorités elles-mêmes sont inquiètes de ce qui arrive, parce que on sait les inondations les plus fameuses qu'on a connues, c'était en 2008 avec le pont. 2008 avec le pont d'Amakwapé d'abord qui était parti, et 2010 le phénomène s'est accentué. Après on a eu un peu de répit avec quelques travaux qu'il y a eu ici et là, voilà. Et cette année on a un phénomène inhabituel de pluie qui déverse sur le pays. Et les autorités, elles sont inquiètes, mais bon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions assez miraculeuses à apporter? Du coup, je ne pense pas, mais comme le doyen le dit, ce que les autorités peuvent faire, et le ministère des Affaires sociales et également le ministère de la Protection civile devraient être requis à cet effet, c'est de trouver rapidement des solutions de rechange. Là où caser momentanément des populations sinistrées actuellement, on parle de chez le doyen, partout presque dans le bas Mono, là-bas, à Gombe-Glose, où on a eu tellement des alertes, et même un peu partout à Lomé, ici, il y a des zones où les gens n'ont plus nulle part dormir. Donc la solution immédiate à apporter, c'est de trouver où est-ce que les gens peuvent dormir, en attendant qu'on continue de chercher des solutions et des travaux de réaménagement, de réfection ou encore de construction d'ouvrages d'assainissement dans presque tous les milieux, et qu'on sache que le phénomène, aujourd'hui c'est 2019, ça peut revenir une autre année, et si on ne fait rien d'ici là, les dégâts seront énormes. Et surtout, il urge de consolider le pont de Zébé, parce que si jamais le pont l'a sautait, la préfecture de Zébé se retrouverait coupée de sa juridiction. Non, mais évidemment, c'est tout l'arrière-pays qui aurait vraiment il faut faire carrément un autre pont et qu'on monte vraiment les digues. Sauver d'abord ce qui existe, voilà, et envisager la suite. Bon, écoutez, ce que je dis, il faut que nous soyons assez précis. Et cette saison-ci n'a surpris personne. Le gouvernement a lancé plusieurs fois des alertes pour mettre les gens en garde. Et si nos techniciens sont vraiment affinés, ils comprendront que les grandes inondations, surtout du fleuve Mono, viennent chaque décennie. C'est cyclique. Si ça vient cette année, l'année prochaine, ce n'est pas très grave. Mais au bout d'un cycle de 9-10 ans, ça revient. Donc, une chose est de prévoir, de savoir les choses. Une chose est d'anticiper. Actuellement, je peux vous dire que avant-hier, le directeur, c'est un colonel là, le directeur de la protection civile, était dans la localité. Mais il était là. Alors que les inondations ont commencé depuis longtemps, pourquoi ne pas prendre les devants, aller plus tôt, voir ce qui se passe et anticiper? Merci. Lucien disait que on ne peut pas dire qu'on est surpris par ces inondations. Non. Pour une fois, notre service de météorologie prophétise des choses qui se révèlent exactes. Et puis, plutôt Alirou, vous rappelez, il y a déjà plusieurs mois
que le ministère de la Sécurité avait anticipé avec ces opérations qui avaient été menées dans la préfecture du Moyen Mono, avec l'opération dénommée Chilo Ahoué. Donc, au ministère de la Sécurité, on savait déjà que la saison allait être chaude, être vraiment humide. Et voilà, on a prédit, mais les mesures pour se porter au secours des populations tardent toujours. Non, il serait prétentieux de la part des autorités de dire qu'elles sont à même de circonscrire tout ce que nous sommes en train de voir un peu partout. Et c'est pas seulement au niveau de la région des lacs, hein, des grands lacs, des lacs, mais lac et Bas-Mono. Lac et Bas-Mono, mais quand vous allez un peu en amont vers Yoto, vers le Moyen Mono et tout ça là, donc c'est des zones qui sont. Donc il serait prétentieux de prédire quoi que ce soit. C'est vrai. Pour une fois, la science a été exacte, les prévisions météorologiques ont donné des résultats probants, mais ce qui importe, c'est les alertes que le ministère de la Protection civile a eu à lancer pour demander aux gens d'être prudents. Ceux qui ont des champs proches des cours d'eau, d'être prudents, et ceux-là qui viendraient peut-être aussi à traverser certains cours, ces gens-là peuvent être surpris par les crues des rivières ou bien des fleuves. Donc, je crois que ce que ces autorités peuvent faire, ces alertes qu'elles doivent donner, elles ont eu à le faire. Maintenant, s'agissant de ces zones sinistrées, bon, peut-être que on est en train de voir comment est-ce qu'il faut venir en aide à ces gens-là pour que le péril ne soit pas aussi mortel comme l'a dit tantôt le doyen. Donc, on attend de voir les actions concrètes qu'on mènerait en direction de ces zones inondées-là. Merci beaucoup. Vendredi dernier, à la veille de ce match qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui se jouera au Cameroun, nous avions exhorté les éperviers locaux avec la phrase de Obama devenue célèbre, Yes, you can. Et le samedi, effectivement, on peut dire Yes, they have done it. Les éperviers locaux l'ont fait et le Togo s'est qualifié pour cette phase finale du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Et naturellement, beaucoup de journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. Le mérite sportif qui titre CHAN 2020, le Togo arrache son billet de haute lutte. Nouvelle Opinion qui écrit lui aussi à la page 6. Nouvelle Opinion qui écrit qualification historique du Togo malgré sa défaite au Nigeria. Et puis Togo Matin qui fait tout un dossier sur 3 pages intitulé qualification historique du Togo pour le CHAN 2020. Ce parcours ébouriffant des éperviers locaux qui restera gravé dans les annales du football. À lire les titres des journaux, c'est comme si le Togo a déjà remporté le CHAN même, alors que nous venons seulement d'être qualifiés. Eh bien, le côté historique de cette qualification, c'est la première fois que notre pays sera admis dans cette cour des grands qui rassemble les sélections des pays africains avec les championnats, avec ceux qui jouent au plan national. Didier Asogwa. Oui, c'est une première fois depuis l'initiation de cette compétition-là. On doit être actuellement à la 5e, voire 6e édition, si je ne me trompe. Qui est destinée à promouvoir les championnats sur le continent. Le constat avait été fait de ce que l'essentiel du contingent qui forme les sélections nationales viennent de l'extérieur, de l'Europe notamment, et il va falloir promouvoir nos championnats, et cette compétition a été initiée. Mais depuis, le Togo n'a jamais eu la chance de participer ou ne s'est jamais donné les moyens de se qualifier. Cette année, ou du moins sur cette campagne, les moyens ont été mis, la conscience a été prise à tous les niveaux, au niveau des joueurs, au niveau de l'équipe, de la fédération, au niveau des autorités également. Et Dieu merci, on a passé l'épreuve du Bénin, on pensait que c'était du bluff, mais la rencontre ou la phase aller avec le Nigeria à Lomé a prouvé ici que l'équipe avait du mordant, avait de la valeur à faire valoir. Et à l'issue, on a un score de 4-1. Et chez nous ici, au match aller, on se disait c'est possible, tout en avoir la peur au ventre parce qu'on sait
de quoi les Nigérians sont capables. Chez eux là-bas, c'est un peu comme en Afrique du Nord, où on invente du n'importe quoi et on se donne tous les moyens pour remonter les scores. Les pressions étant, on a fait jouer ce match à Lagos, pas dans un village quelque part, ce qui a permis quand même aux éperviers d'avoir quelques supporters là-bas. Mais on a eu des faits de jeu assez bizarres. Ben, c'est le football africain aussi. Et surtout, ces 10 minutes de temps additionnel. En fin de partie, on a joué plus de 100 minutes pour un match qui est censé durer 90 minutes. Mais le Nigeria, malgré tout ça, n'a pu que marquer 2 buts. Et nous, on a conservé notre avance de l'aller. Et le Togo se qualifie de façon historique. C'est historique. Historique parce que les joueurs se sont donnés. Historique parce que on s'est donné le moyen d'avoir un local à la tête de l'équipe qui a réussi à faire jusque-là ce que quelqu'un qui est venu d'ailleurs et qui prend tellement de millions, qui n'arrive pas à faire, qui est incapable de le faire. Aujourd'hui, le Togo s'est qualifié de façon locale et de façon historique. On ira au Cameroun. Quelle que soit l'issue de notre parcours là-bas, l'histoire retiendra qu'on a sorti le grand Nigeria. Merci, qualification historique. Nous en sommes légitimement fiers, mais Tchakala, il faut avouer que ce n'était pas sans la peur au ventre et la qualification, c'était vraiment sur le fil du rasoir. Nous l'avons certes emporté chez nous ici 4-1, mais nous avons perdu là-bas samedi 2-0. Il eût fallu un 3e but des Nigérians que le Togo fut éliminé. On l'a échappé belle, comme dirait l'autre, Tchakala. Oui, on l'a échappé belle. La peur était là permanemment du début jusqu'à la fin. Moi, j'avais dit à quelqu'un que il fallait absolument que les éperviers tiennent le coup les 15 premières minutes. Mais malheureusement, à la 9e minute, ils ont encaissé le tout premier but. Et là, franchement, on n'avait plus possession de nos nerfs. On était là, mais ils ont tenu jusqu'à la première partie avec ce score de 1 but. Mais à la reprise, le même qui avait marqué le premier but a encore récidivé. On était à 2-0 et tout pouvait arriver. Il suffisait que les Nigérians marquent un 3e but et puis c'était fini. Et cette qualification que nous jugeons d'historique aujourd'hui. Donc, je crois que l'essentiel du job a été fait chez nous. C'est pourquoi les rencontres à domicile sont d'une très grande importance. Quand vous avez des occasions de mettre autant de buts que vous pouvez, il faut le faire parce qu'on ne sait pas le match retour ce que cela peut donner. Surtout que nous ne jouons pas avec le Bénin, le Niger ou le Burkina, mais c'est le Nigeria. Ces gens-là ont plusieurs malices dans leur besace. Et arrivé là-bas, nous avons vu un peu ce que ça a donné avec cette prolongation, cet arrêt de jeu qui ne finissait pas. C'était du temps additionnel. Des temps additionnels qui ne finissaient pas. Plus de 10 minutes pour un temps d'arrêt censé contenir, être dans les 3 minutes tout au plus. Donc, je crois qu'on a tout fait. Même les officiels, c'est que les hommes en noir ont tout fait aussi pour que le Togo ne soit pas qualifié. Non, absolument. Non, mais qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui les 10 minutes de temps additionnel si il n'y avait pas cet engagement? Est dans son rôle non, il est dans discrétionnaire. Non. Vous savez, il y a des gens qui jouaient. On connaissait un peu les temps d'arrêt, tout cela ne pouvait pas excéder tout au plus les 5 minutes. Donc, les gens ont mis le paquet pour que le Togo soit éliminé. Mais on est allé, on sera au Cameroun, mais c'est maintenant que le plus dur commence. Justement, nous avons, nous autres Togolais, nous sommes encore donné la preuve qu'il y a des moments où nous pouvons nous retrouver, jubiler, fêter ensemble. Personnellement, je n'étais pas à l'aéroport, mais les témoins peuvent en témoigner. Vous souffrez la tautologie. Quand la délégation est rentrée au pays, combien d'officiels, combien le public était à l'aéroport pour les accueillir? C'était des Togolais unis pour une fois dans la joie. Qualification historique et Lucien Diosso-Mensah, les choses se répètent. Le Togo va jouer sa première phase finale de CHAN au Cameroun en 2020. Comme c'est dans ce pays que le Togo a joué sa toute première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 72. À ce moment, c'était un militaire qui dirigeait la Fédération togolaise de football. Notre ami Seyi Memen, qui devait être capitaine ou commandant à l'époque. Cette fois-ci, c'est le colonel Guy Akpovi qui conduit la fédération. Voilà quelques aspects historiques de cette qualification, Lucien.
Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Ça, vous avez déjà tout dit, puisque le football est ce qu'il est. Et tout à l'heure, vous étiez d'accord que les Nigérians, ce n'est pas des gens faciles à affronter. Ils sont capables, ils ont plusieurs tours dans leur sac. Ils peuvent toujours déjouer, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les jeunes qui jouent sur le plan local, qui ont été choisis pour constituer cette équipe, ont le moral. Ils n'ont pas d'autre motivation, les égos, tout ça n'a pas marché. Ils savaient. On a dû leur dire que ça ne se passera pas facilement. Donc, ils étaient psychologiquement équipés, armés pour faire face à ça. Et ils ont arraché la victoire de haute lutte. Nous ne pouvons que leur jeter des fleurs, leur dire nos félicitations. Nous ne dirons pas, nous n'irons pas loin, mais il faut que les vieux là, qui sont dans la canne, comprennent que s'ils ne font pas attention, d'autres viendront les chasser de là tout à l'heure. Parce que les jeunes, tels qu'ils vont là, si ça continue, beaucoup vont tomber en haut. Merci. Et à l'aéroport, pour accueillir les éperviers, il y avait le ministre en charge des sports, Foli Bazi Katari. Il avait dit beaucoup de choses, dans ce brin de phrase où Foli Bazi Katari a dit que Abalo Dossé nous a prouvé qu'on peut trouver un fils du pays, un local pour faire la chose. Je paraphrase, bien entendu. Alors, de cette petite phrase de Katari, est-ce qu'on peut être en droit de faire des déductions vers éventuellement un sorcier qui n'est pas togolais? N'allons pas trop vite en besogne. Mais Edwige Apedo, vous vous intéressez au sport et je présume du moins que vous avez suivi avec l'haleine du supporter et de la journaliste la qualification. Maintenant, nous sommes qualifiés. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? D'abord, c'est un combat que les jeunes ont mené au Nigeria. On savait que ça ne serait pas facile. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est la continuité dans le travail. Parce que ces jeunes-là étaient sous Abalo Dossé il y a quelques années. Ils ont eu à être éliminés lors de la précédente compétition. Le chant toujours par le Bénin, mais avec des faits de jeu à Cotonou. Aujourd'hui, ils sont revenus. Ils savaient qu'au Nigeria, même avec 4-1, ils pouvaient être éliminés. Donc, ce qui s'est passé au Bénin les arrangeait. Ils étaient déjà préparés psychologiquement. Et également, l'autre aspect, c'est le championnat qui se joue depuis que le colonel Guy Akpovi est arrivé. Là, c'est à féliciter. Il y a une continuité. La compétition ne s'est pas arrêtée. Et il y a eu, c'est le 4e championnat sous Akpovi qui sera joué. Et donc, quand vous voyez... Oui, mais le championnat se joue quand même. Non, le championnat se joue. Et quand vous avez des compétitions en jambes, vous êtes bien. Et vous n'avez pas besoin de rivaliser avec ceux qui sont en France et autres, comme le doyen l'a dit tout à l'heure. Les jeunes, ils savent que c'est leur première fois. Quand ils se qualifient, les locaux n'ont pas les sous que les éperviers ont à leur disposition. Les locaux n'en ont pas. Quand ils se qualifient même, c'est maintenant on va réfléchir à combien on va donner à ces jeunes-là. Alors que quand c'est les éperviers A, on sait combien ils gagnent quand ils se qualifient pour une compétition. Vous voyez? Donc déjà, c'est l'orgueil avec ces jeunes-là. Maintenant, ils sont qualifiés. Il faut travailler, il faut avoir des matchs amicaux, il faut jouer contre des équipes UP pour pouvoir se préparer, non à l'effet de la figuration au Cameroun. Parce que le Bénin nous a montré le chemin à la CAN 2019. Il faut également, c'est une première pour nous au niveau du CHAN. On sait que c'est une première, mais on peut aller au-delà. Parce que les joueurs, il y a au moins 5 ou 6 joueurs qui ont joué la Ligue des Champions avec la SK. Il y a 2 qui ont joué la Coupe CAF cette année, les éliminatoires avec Maranatha. Donc, quand vous voyez ces joueurs, ils se reconnaissent sur le terrain, ils sont soudés. Il n'y a pas d'ego dans l'équipe. C'est ça qui a arrangé le Togo avec cette qualification. Continuité dans le travail. On verra sur l'intervention du ministre. Oui, Lucien. Tout à l'heure, tu as mis cela en exergue. Le ministre a parfaitement raison. Si vous faites bien attention au plan footballistique africain, les équipes qui gagnent maintenant, c'est des entraîneurs locaux. Même l'Algérie, là, vous verrez que les grandes équipes, ils battent les entraîneurs. Nous pouvons au Togo une sorte de complexe d'infériorité. Il y a des Togolais qui peuvent prendre notre équipe en main, comme d'autres le font ailleurs. Et ce sont avec cette culture de sorciers blancs. Il y a aussi des sorciers noirs. Et notre politique commerciale, consommer produits togolais, ce n'est pas seulement pour nos denrées alimentaires, pas pour nos produits artisanaux, mais consommons de plus en plus du togolais également en termes d'experts. Eh bien, nous verrons la performance que feront ou ne feront malheureusement pas nos éperviers au CHAN. Alors, en entendant ce CHAN, allons à Doha, au Qatar.
ce pays, cette pétromonarchie qui a accueilli du 10 au 16 octobre dernier les premiers Jeux mondiaux de la plage. D'abord, quand j'ai entendu ça, j'ai été surpris. Comment on peut aller jouer des jeux de plage dans un pays désertique? Mais Edwige Apedo, vous allez nous en parler. Et surtout, le Togo y a envoyé 2 équipes de basket 3x3, aussi bien en hommes qu'en dames. Eh bien, que pouvez-vous nous dire sur les résultats ou bien sur les performances de nos dames et de nos hommes sur, ou bien dans le sable du Doha? Ça a été d'abord une amère expérience pour nos jeunes parce que c'est les U23 qui ont été à ces Jeux mondiaux de plage. Ils ont été éliminés en phase de groupe. Les dames comme les hommes. Le Togo a joué chez les hommes la Côte d'Ivoire, la Slovénie et le Qatar, le pays hôte. Les dames également ont joué la Chine, l'Indonésie et l'Ouganda. Quand vous prenez les adversaires du Togo, ces adversaires viennent tout juste de la Coupe du Monde de basket. Donc, basket 3x3. Quand vous prenez ces équipes, nous on n'a pas pu participer à cette compétition parce qu'on n'a pas été qualifiés, puisque même si le Togo est 2e au plan continental aujourd'hui avec les dames, les seniors dames, le Togo n'a pas pu participer à cette compétition U23, la Coupe du Monde. Maintenant, face à des adversaires qui sont bien expérimentés, et c'est une première sortie pour ces jeunes-là, ces espoirs. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu sortir pour le second tour. On va dire que d'abord, c'est l'expérience acquise qui est bien, puisque c'est leurs dames seniors qui ont permis à ce que le Togo joue cette compétition. Parce que aux Jeux africains de salle, le Togo a été 2e chez les dames en seniors. Donc, c'est cette place-là qui a envoyé les espoirs aux Jeux mondiaux de plage. Vous voyez? Donc, on a parlé tout à l'heure de la continuité du travail qui se fait sur le terrain. Quand il y a du travail qui se fait, quand vous permettez aux jeunes de participer à des compétitions, ils sont aguerris et ils vont faire face même à la Chine et autres. Aujourd'hui, c'est la France qui a remporté cette compétition-là à Doha, mais les États-Unis, qui sont meilleurs en basketball, ont été éliminés en demi-finale. Donc, vous voyez, c'est un autre niveau. Le Togo a essayé, les jeunes ont essayé, mais ils ont été sortis en phase de groupe. Voilà. Eh bien, les messieurs 3x3 basket ont joué contre leurs camarades du Qatar, de la Slovénie et de la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu leurs 3 confrontations. La même chose chez les dames qui ont affronté, la Chine, l'Indonésie et l'Ouganda. 3 matchs également, 3 défaites. Mais le baron Pierre de Coubertin, le père de l'olympisme moderne, a dit que l'essentiel c'est de participer. Mais au-delà de ça, Edwige, quelles leçons nos athlètes et surtout leur fédération, pour ne pas dire le comité national olympique du Togo, quelles leçons on a tirées de l'expérience de Qatar pour que la prochaine fois on fasse mieux? L'expérience, la leçon, je viens d'en parler tout à l'heure, c'est de participer aux compétitions. D'abord, d'organiser la discipline au plan national. Aujourd'hui, quand vous prenez les fédérations, surtout le basketball, ils ont annulé le championnat national, ce qui est dommage. C'est avec ce championnat-là que vous pouvez avoir de meilleurs joueurs pour les équipes nationales. C'est ce qui se passe au niveau du football aujourd'hui avec le CHAN, la qualification au CHAN. Mais quand vous prenez les autres disciplines, surtout les disciplines de main, ils n'ont pas ces moyens à leur disposition pour pouvoir participer aux compétitions. Mais le CNO, à travers cette compétition, a dit, même si on n'en a pas assez, on va engager nos jeunes. Ça va permettre, cet engagement va leur permettre de gagner en expérience. Aujourd'hui, quand vous prenez en novembre, le Togo doit normalement participer à la Coupe d'Afrique des Nations de 3 contre 3. Pourquoi normalement? On ne sait pas encore parce que le Togo ne s'est pas engagé dès le début parce que pour faute de moyens. Je parle du basketball. Pour faute de moyens. Mais aujourd'hui, il y a le lobbying qui se fait. On espère que les autorités vont réagir. Parce que la compétition, c'est du 6 au 8 novembre 2019 en Ouganda. Et le Togo doit défendre sa 2e place, puisque le Togo est 2e au plan africain chez les dames seniors. Donc, c'est à travers ces compétitions-là qu'on aura
un niveau donné et qu'on pourra rivaliser avec les autres nations comme le football, les locaux le font depuis quelque temps. Eh bien, donc, nous sommes dans la dynamique du lobbying pour que et le Comité national olympique du Togo et le ministère des Sports et par-delà tout le gouvernement, qu'on puisse permettre à nos athlètes d'aller à des compétitions. D'aller, notamment la prochaine, c'est les Jeux mondiaux de la Coupe d'Afrique des Nations de 3 contre 3 pour défendre d'abord notre deuxième place, puisque le Togo est deuxième chez les seniors dames au 3 contre 3, défendre cette place et maintenant se qualifier pour d'autres compétitions à venir. Merci donc pour cette restitution, mais nous présumons que nos athlètes sont bien rentrés au pays. Oui, ils sont bien rentrés, ils sont tous rentrés et ils ont gagné en expérience surtout. Et nous disons merci aux autorités qui nous accompagnent toujours parce que c'est grâce à eux que les athlètes étaient à Doha et on les interpelle encore une fois parce qu'il y a d'autres compétitions à venir. Nous disons également merci à Sergio Sport qui habille nos athlètes. Merci Didier Assogba. Vous voyez que les fortunes sont diverses selon que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas. Les éperviers, c'est tout le monde, tout le Togo qui sait qu'ils allaient jouer au Nigeria et quand ils sont revenus, tout le monde pratiquement était à l'aéroport ou bien était au courant de leur retour. Mais pour nos athlètes 3x3 basket, je présume que c'est dans ce studio que vous-même vous apprenez que notre pays a participé à cette compétition. Non, je savais que le pays participait à cette compétition, surtout que Edwige était de la délégation. Était là-bas et on a eu des échos déjà. Mais le problème, beaucoup plus, c'est d'abord la discipline, le basket, le 3x3, les dérivations ou les dérivés de cette discipline-là qui compliquent un peu le suivi. Si c'est le basket classique, on connaît un peu, on sait comment ça se passe, on sait comment ça se déroule. Mais le 3x3, c'est une dérivé du basket classique qui est un peu atypique et on parle d'abord de jeu de plage. Et donc, des gens ne s'intéressent pas véritablement et c'est la faute peut-être, comme Edwige le dit, aux fédérations des sports de mer, notamment du basket, qui n'organisent pas régulièrement de compétitions, aussi de communication, de parler de cette discipline-là, amener les jeunes à s'intéresser, à comprendre, même s'ils ne vont pas jouer ou même si tout le monde ne va pas s'intéresser à ça, qu'on comprenne au moins quand même qu'il y a une discipline de cette façon et que le Togo participe à des compétitions dans cette discipline-là, ça aiderait à ce que au moins si on n'a pas trop de moyens, qu'on ait quand même ce soutien-là de patriotes qu'on devrait apporter à nos équipes. Le Togo a organisé 2 fois la CAN 3 contre 3 à Lomé. Le basket 3 contre 3, si vous le permettez, c'est une discipline qui se joue sur des mi-terrains de basket classique. Et c'est 3 athlètes x 3. Ça veut dire les adversaires sont 3, vous êtes 3 et vous jouez. C'est comme le basket de rue, mais il y a maintenant la FIBA qui a eu à réglementer. Quand vous voyez le basket de rue, comment ça se joue, même vous allez avec le physique, on ne siffle pas de faute. Donc, c'est comme ça, mais sauf qu'on a essayé de réglementer. Les shoots, quand vous mettez le panier il y a 2 au lieu de 3 pour le basket classique. Et l'autre, normalement, c'est le classique, c'est 2 points. Mais ici, c'est 1 point. Donc, c'est 2 et 1 point. Vous voyez? Les amateurs du 3x3 basket vont approcher notre consoeur Edwige Apedo pour en savoir davantage. Merci. Quant à nous, sans transition, nous restons, Edwige, la première à rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et maintenant, nous ouvrons la porte sur nos compatriotes de la diaspora. Et la nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres le vendredi, pas le mercredi, mais c'était vendredi, et le communiqué qui a sanctionné ce Conseil des ministres est connu depuis. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que Nouvelle Opinion écrit, que le gouvernement persiste, le gouvernement signe et persiste dans sa volonté de respecter la feuille de route de la CEDEAO. La diaspora pourra participer aux différents scrutins à partir de 2020. Et Togo Matin qui écrit, lui, que Tikwi vote des Togolais de l'extérieur. Tikwi Achadam doit-il jubiler? Liberté, pour sa part, écrit la page 3, vote de la diaspora, rien que de la poudre aux yeux.
Quant à vous, Lucien, vous faites un article à la page 7 et vous écrivez acte du gouvernement, bientôt le vote des Togolais de l'extérieur, et vous passez un extrait du communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres qui nous reprend comment le gouvernement entend organiser la participation de la diaspora à nos différents scrutins. Ça, merci. Ce que je voudrais dire sur ce plan, c'est que le vote de la diaspora remonte à la conférence nationale souveraine. C'était une revendication qui remonte à la conférence nationale souveraine. Quand on a fait la conférence nationale souveraine dans ce pays, les gens ont insisté que la diaspora puisse voter. Mais contrairement à ce que les gens disent, par exemple, quand vous voyez certains confrères écrire n'importe quoi, c'est pas quelque chose qui est automatique. Quand nos frères partent d'ici pour aller en Europe, parfois ils prennent d'autres nationalités. Et ce n'est pas tous les pays européens qui acceptent les doubles nationalités. Par exemple, l'Allemagne, quand tu prends la nationalité allemande, tu ne peux plus garder la tienne. Bon, lorsque tu n'as plus ta nationalité, donc tu es citoyen de l'autre pays, tu es originaire du Togo, tu ne peux pas voter. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Il y a des tas de démarches à faire. Et ce que je dis, chaque fois que les Togolais que nous sommes, instrumentalisés par la classe togolaise, nous constatons que l'État a pris sur elle lui-même pour satisfaire nos demandes et nos doléances. On dit non, c'est de la poudre aux yeux, ça ne vaut rien. Mais disons-nous bien que c'est des revendications que l'État a décidé de satisfaire. Donc, attendons. On fera ce qu'on peut faire dans tous les pays. On fera les recensements, on fera les inscriptions, tout. Et les nôtres aussi vont commencer à voter. Ce n'est pas le Togo seul qui est dans le cas. D'autres pays sont dans le cas, mais petit à petit, ça se fait. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'aujourd'hui, la diaspora va voter que les gens qui sont en Allemagne peuvent se lever comme ça, gaillardement, pour venir voter. C'est impossible. S'ils ont eu la nationalité allemande, c'est fini. Bon, il y a d'autres pays qui acceptent la double nationalité, la France et autres. Si même ça, s'ils ont fait une inscription en bonne et due forme dans leur consulat et qu'ils ont la carte consulaire, ça ne leur poserait aucun problème. De toutes les façons, ce que nous ne savons pas, ne nous mettons pas à commenter d'avance. Suivons. Merci. Observons. Eh bien, Aliro Mourchakala, dans le projet de loi adopté ou bien étudié par le gouvernement le vendredi dernier, on obtient des clarifications sur les conditions dans lesquelles les Togolais de l'extérieur peuvent prendre part à des consultations électorales nationales. Et également, ce projet de loi définit la création des commissions électorales d'ambassades indépendantes comme démembrement de la CENI à l'extérieur. Le projet de loi clarifie également le type d'élection auquel les Togolais de l'extérieur peuvent prendre part, tout comme le nombre d'électeurs potentiels minimum pour l'ouverture d'une commission électorale d'ambassade indépendante, ou encore la particularité des compositions de la commission électorale ambassade indépendante, commission des listes et cartes CLC et bureau de vote à l'extérieur, et également les pièces que les compatriotes diaspora devront fournir pour se faire inscrire. Est-ce que le gouvernement prendra les dispositions pour que tout cela se mette en place pour la prochaine élection présidentielle? Non, pour la prochaine élection présidentielle, on a dit toutes les élections à venir. Ça veut dire que la présidentielle de 2020 aussi compte par rapport à cette nouvelle disposition prise par le gouvernement pour respecter le contenu de la feuille de route que la CEDEAO nous avait donné de respecter. Mais je crois que le gouvernement manquait de porter des gants avant de lancer cette information, parce que c'est pas aussi, ça ne serait pas aussi fluide qu'on le pense. Déjà en interne, les Togolais qui sont au pays, qui sont sur le territoire, votent, mais c'est pas aussi facile que nous le constatons. Mais par rapport à ceux qui vivent à l'étranger, ça va pas être aussi facile que ça. Il y a des préalables. Comme le doyen l'a dit tantôt, ça ne veut pas dire que tous les Togolais qui sont partis vivre à l'extérieur sont automatiquement concernés par ce vote. Il y aura des tris. Et ces tris-là, si on ne prend pas soin d'expliquer le fond, les contours de la chose, certains vont se faire passer pour des
des laissés pour compte qui n'ont pas été, qui ne sont pas pris en compte par rapport à cette nouvelle disposition. À ce niveau-là, le projet de loi définit également les pièces à fournir pour se faire inscrire. Oui, il faut des cartes consulaires et beaucoup d'autres cartes encore. Quand vous perdez aussi la nationalité togolaise, vous appartenez à un autre pays, pas au Togo. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir expliquer aux compatriotes qui sont dans les pays étrangers pour qu'ils sachent que, moi, je suis en mesure de prendre part au vote et moi, je suis automatiquement hors circuit de cette nouvelle dynamique. Donc, je crois qu'il faut une approche pédagogique d'abord. C'est bref, d'ici la présidentielle, certains parlent de février 2020, mais si pendant 5 mois, on peut assurer le côté pédagogique pour montrer ceux-là qui pourront voter ou ceux-là qui ne vont pas le faire, là, ça aura à rassurer plus d'un et à créer le dégel nécessaire avant cette joute électorale. Merci. Mais si d'autres pays, tels le Niger, le Burkina et d'autres le font, d'ailleurs, je crois que le Togo, si on se donne les moyens, on va aussi le faire. Tchakala, il faut se donner le temps pour que toutes ces explications passent auprès des compatriotes qui se trouvent répartis dans les pays de la planète Terre. Il ne sera pas facile de les atteindre tous, alors que nous avons déjà l'élection à nos portes. Et puis, c'est un projet de loi que le gouvernement vient d'étudier. Il faut que ça passe à l'Assemblée pour avoir l'onction de la représentation nationale. Et après, maintenant, les campagnes de sensibilisation, de pédagogie, c'est du travail sur la planche, Didier. S'il vous plaît. Oui, du travail, mais je pense que les autorités ont pris la mesure. La mesure de la situation, c'est de ne pas avoir encore la CEDEAO à dos avec cette affaire de feuille de route dont des dispositions restent encore à appliquer. Mais sur cette affaire-là, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer par faire voter la diaspora. Et le fait que le projet de loi soit pris à l'Assemblée nationale, ça veut dire que les autorités veulent avancer. Et donc, le projet de loi soit pris en Conseil des ministres voudrait dire que les autorités veulent bien avancer sur la question. Et après adoption au Conseil des ministres, le texte doit être transmis à l'Assemblée nationale, à la Commission de loi pour étude et pour un prochain vote. Et donc, dès que le texte sera voté, l'application sera immédiate. On a aujourd'hui des structures qui permettent de mobiliser la diaspora, notamment le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui devrait être opérationnel, mais les structures sont déjà en place, qui va aider au niveau des ambassades et des consulats pour la mobilisation des Togolais de la diaspora, ceux qui devraient participer à ce processus-là. Je pense que mettre en place une commission électorale d'ambassade indépendante, ça ne prend pas toute la vie. On sait quelles sont les structures à envoyer. On a parlé également de représentation de partis politiques et tout ça dans le projet de loi qui est pris. Et je pense que si on a la volonté, on a quelques 4 mois devant nous, je pense que tout ça là peut aller vite. Il suffit que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi, donc modifiant le code électoral, et le reste devrait suivre comme sur des roulettes, je pense. Eh bien, je rappelle juste que ce droit de la diaspora au vote, ça a été l'une des raisons qui avait déversé des milliers, pour ne pas dire des dizaines, voire des centaines de milliers de Togolais dans les rues. C'était il y a quelque temps. Dieu merci, il y a accalmie. Le gouvernement a commencé à prendre les mesures opérationnelles. Vivement que tout cela s'accélère. Comme ça, ce sera une grosse épine de moins dans les pieds de la discorde ici au Togo. Lucien? Écoutez, les épines ne finiront jamais. Mais quand même, il faut les enlever les unes après les autres. D'accord. Donc, félicitons-nous que pour nous, on a commencé. Quand on a même 1 million de kilomètres à faire, il faut faire un premier pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est que tout ce qu'on fait, que nous n'avons jamais fait, il faut que nous l'apprenions tous. Même nous, les journalistes, nous devons apprendre à cerner le contour de la chose. Le processus, comment ça se déroule, pour ne pas verser dans la démagogie ou des commentaires saccagés. Ce que je vais dire, c'est que, je l'ai déjà répété ici, mais il y a un secret que vous n'avez pas maîtrisé. Quand on parle de la diaspora togolaise est plus nombreuse en Afrique qu'en Europe, qu'à l'extérieur. Ça, on en a vu la preuve, notamment avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ils sont plus nombreux, et puis maintenant, s'il faut faire voter les gens à Lagos, si vous faites voter les gens dans les pays africains, c'est plus compliqué que dans les pays européens où tout est symétrisé. Hein? Tu es en France maintenant,
on peut savoir qui tu es, ce que tu as fait partout. Mais à Lagos, les gens n'ont jamais mis les pieds à l'ambassade de Togo. Mais eux aussi, ils sont concernés, doivent voter. Et on ne va pas les accuser d'être nigérians. Donc le problème est plus compliqué sur ce plan. Merci beaucoup. On verra la mise en forme pratique de cette disposition. Mais c'est quand même bien ce que Lucien a rappelé que la diaspora a son droit de vote depuis la conférence nationale souveraine et dans la constitution. Ce qui manquait jusqu'à vendredi dernier, c'est la mise en œuvre. Maintenant, le congrès, l'ANC entre son deuxième congrès statutaire et puis la désignation de son candidat à l'élection présidentielle. Revue de presse avec Toko Matin qui écrit l'ANC en congrès pour uniquement parler de Faure Gnassingbé. L'ANC en congrès pour parler de Faure Gnassingbé. C'est vrai que le nom de Faure Gnassingbé a été beaucoup avancé au congrès de ce parti, l'ANC. Et ce que nous savons désormais depuis samedi, c'est que l'ANC s'est désigné 16 organes avec à la tête Jean-Pierre Fabre qui se trouve encore investi par ce parti pour la prochaine présidentielle, ce qui amène le confrère Nouvelle Opinion à écrit à la page à l'une des pages intérieures, Jean-Pierre Fabre, candidat au présidentiel de 2020, quand ceux qui crient à l'alternance dansent au rythme de la conservation, écrit Nouvelle Opinion. Pour sa part, Liberté écrit présidentiel 2020, investi candidat par l'ANC, Jean-Pierre Fabre s'engage pour l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Courrier de la République écrit, lui, congrès de l'ANC, Fabre reconduit à la tête du parti et candidat à la présidentielle de 2020. En même temps, Courrier qui consacre à Fabre un autre article intitulé Jean-Pierre Fabre, l'éternel loser. Alors, pour ceux qui comprennent anglais, loser, c'est celui qui ne gagne pas, n'est-ce pas, Lirumoru Chakala? Oui, mais le constat, il est là. On n'a rien fabriqué, on n'a rien inventé. Il est là, il a pris part à beaucoup d'élections dans ce pays. Bon, peut-être que cette troisième fois serait encore pour tenter ou pour faire mouche, on ne le sait pas, mais nous souhaiterions qu'il ne soit pas dans la peau de cet éternel cheval perdant. Donc, est-ce que ce parti, au cours de ce congrès, s'est donné les moyens de réfléchir un peu sur ce qui ne marche pas, sur ce qui a toujours conduit ce parti à être le premier des échoués? Bon, il y a tout ce qu'il faut prendre en compte et essayer de soigner le futur. Sinon, on ira encore à la présidentielle de 2020 avec le même Jean-Pierre Fabre et au sortir de ce scrutin, c'est le même refrain qu'on va nous fredonner. On nous a volé alors qu'on n'a pas pris soin d'analyser ce qui a toujours causé la perte de leur candidat. Donc, je crois que les mots sont là. Si on ne se donne pas les moyens de trouver les justes antidotes, les mots vont persévérer. Donc, nous souhaiterions que peut-être la troisième occasion soit la belle, mais est-ce que les moyens, est-ce que tout est réuni pour que cette troisième participation à une présidentielle puisse donner les fruits escomptés pour que cette alternance que nous fredonnons puisse être au rendez-vous dans notre pays. On attend de voir. Fabre, candidat à la présidentielle 2020, après les expériences malheureuses de 2015 et 2010, ce sera pour la troisième fois. Et Didier Assogba, chez nous en pays, on dit, c'est-à-dire que quand on pose quelque chose sur 3 piliers, la chose tient. Alors, est-ce que la troisième fois pour Fabre sera la bonne? Peut-être trop tôt pour le dire. L'élection présidentielle, c'est dans environ 4 mois et quelques. Mais Jean-Pierre Fabre lui-même a dit à l'issue de son investiture qui conduirait le peuple à la victoire en 2020. Il l'avait dit en 2015 aussi. Et en 2010. Il avait dit d'ailleurs en 2010. Et tous les candidats le disent d'ailleurs. Évidemment. Donc, espérons que cette fois soit la bonne pour lui. Soit la bonne pour lui et que ce qu'il a tant promis au peuple togolais, enfin, à ses partisans et d'autres encore, soit une réalité. Mais
entre le dire et le faire, il y a un grand fossé. C'est un peu ce que dit tout à l'heure Alirou. C'est de savoir quels sont les moyens qu'on met à sa disposition, quelles sont les stratégies qu'on définit, quelles sont quelles sont les dispositions qu'on prend pour que, devant un pouvoir qu'on connaît être le pouvoir togolais, et une machine qu'on connaît être la machine UNIR, une machine éminemment électorale et électoraliste, qui est déjà en train d'être déroulée, devant une machine comme telle, devant un pouvoir aussi enraciné et aussi rusé et aussi puissant comme ce pouvoir-là, qui ne badine pas avec les élections, est-ce qu'il suffisait juste de dire que je conduirais les gens à la victoire pour être président en 2020? Je ne pense véritablement pas. Et c'est là que j'ai trouvé juste un mérite à une des phrases qu'il a prononcées dans ce discours. Il parlait d'unité d'action entre être candidat ou être investi candidat par son parti politique et devenir candidat. Il y a beaucoup d'eau peut encore couler sous le pont. Je pense que Jean-Pierre Fabre, comme Tchakala le dit, premier des opposants échoués, peut être quelqu'un autour de ou avec qui on peut bâtir véritablement une stratégie électorale, et les réflexions peuvent être toujours menées. Même s'il a exclu l'idée de la candidature unique, il peut toujours concourir à ce que l'opposition puisse inquiéter le pouvoir en 2020, et les déclarations restent les déclarations. Et j'ai écouté un grand homme politique ce week-end dire qu'en politique rien n'est définitif, et donc espérons que les choses ne sont pas définitives, les choses peuvent encore évoluer, si tant est que une nouvelle stratégie ou une stratégie beaucoup plus concertée amènerait l'opposition dans son ensemble à pouvoir gagner le pouvoir en 2020. Merci. Jean-Pierre Fabre est le troisième candidat désigné ou investi après Jerry Tama du parti de l'UNET, après le sieur Boda et d'autres qu'on annonce encore dans les starting blocks. Là, on verra. Alors, Lucien Diosmé-Sam, depuis que vous avez appris par les médias que Jean-Pierre Fabre est investi candidat du parti ANC à la présidentielle 2020, est-ce que vous pleurez ou bien vous riez? J'ai posé la question. Eh bien, je vous renvoie à votre question. Bon, alors je vais répondre rapidement à ça, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je parle pour moi. Ce que je dis n'engage que moi. Personnellement, la candidature de Jean-Pierre Fabre ne m'étonne guère. Parce que je considère l'ANC comme une sorte de secte dont le gourou est Jean-Pierre Fabre. C'est la même formule que vous prêtiez au carré à Goïbo il y a quelque temps. Et les faits m'ont donné raison. Ça m'a donné raison. Bon, maintenant, les partis qui fonctionnent seulement par leur leader, c'est comme ça qu'ils deviennent une secte. On s'engage, c'est toujours lui. On ne réfléchit même pas à un jour le remplacer. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai toujours dit que nous devons cesser de faire du charlatanisme journalistique. Nous, les journalistes, Jean-Pierre Fabre a été choisi par son parti. Tout comme Faure aussi peut être choisi par son parti. Parce que c'est ce que prévoient les textes. Tout comme d'autres peuvent être choisis. Je ne veux pas que nous abandonnions la propre l'ombre, qu'on s'occupe de ça. Maintenant, il faut que les partis politiques togolais se disent que les Togolais sont matures. Depuis que nous faisons cette lutte de 90 jusqu'à présent, ici, il faut compter le nombre d'élections qu'on a passées. Nous sommes capables de faire un choix motivé, un choix éclairé. Donc, chaque candidat n'a qu'à nous distribuer à Lomé un petit pamphlet dans lequel se trouve son projet de société pour le Togo, ce qui reproche au pouvoir en place, même s'il est fort, on perçoit parfois des citadelles. Il faut avoir la volonté de le faire. Comme disent ceux qui ont comme projet de société, qui l'exposent clairement, conseille de parler de 4e mandat, de 20e mandat de Faure Gnassingbé. Comme ça, les Togolais matures auront le choix de choisir qui ils veulent. Il faut quand même que les candidats fassent confiance aux Togolais. Si jamais on veut faire quelque chose, on dit que l'adversaire est trop fort, on ne le gagnera jamais. Merci. Alors, quelqu'un voudrait savoir si vous parlez du CAR et de l'ANC comme des sectes dont Agboibo pour l'un, Fabre pour l'autre serait le gourou. Qu'en est-il de l'UNI? Non, l'UNI a créé ça, mais Fabre encore 10 ans. C'est rien du tout. L'UNI a créé récemment. Et puis, le problème de l'UNI, c'est que son président
a commis un crime de lèse-majesté qui est sa filiation incriminée. Sinon, on ne peut pas. Ça va reprocher à lui. Mais vous disiez tantôt que Fabre domine son parti de la tête aux pieds. Même chose à Bouibo. Mais quand on vient à unir aujourd'hui RPTIE, c'est comme ça que le président de ce parti aussi domine. Même depuis l'au-delà, le président domine. Pardon. Et ça, il ne faut pas que nous parlions des comparaisons qui ne tiennent pas la route. D'abord, unir est un parti au pouvoir. C'est un parti de pouvoir. Le parti qui est au pouvoir n'a pas les mêmes trucs que les partis qui veulent conquérir le pouvoir. Deux, je vais faire une révélation. Je me permets de le faire. Le jour où on allait faire la révision la dernière fois, la révision constitutionnelle la dernière fois, c'était un mercredi. Le hasard a voulu que je sois avec le président pour autre chose. Et le chef de l'État m'a dit que tu sais qu'on va faire la révision aujourd'hui. C'était le 8 mai. Mais il dit, je ne sais pas. Il dit, ah bon, si toi tu ne sais pas, c'est que le secret est bien gardé. Il dit, ah, c'est ça. Il dit, mais on va voter la loi aujourd'hui. Cette nuit. J'ai dit, ok. Il me regarde et puis il ajoute. Mais, nous, on a souhaité porter le mandat présidentiel à 7 ans. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, mais le mandat présidentiel à 7 ans, ça ne me gêne pas. Parce que on le porte à 7 ans, il y a des mandats présidentiels à 7 ans partout. Si vous faites ça, il va avoir tellement de tollé que vous allez voir comment vous allez vous en sortir. C'est ce que vous avez dit dans les oreilles du président Faure. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, ok. Mais j'ai suivi pas à pas ce qui s'est passé. Quand ils ont été à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires. La proposition était introduite, mais ça n'a pas passé. Et on a appelé le président qui a dit de laisser tomber vite. Mais ça ne se passerait pas à l'ANC comme ça, ni au CAR comme ça. Je connais tous les deux partis. Merci pour cette indiscrétion que vous partagez publiquement avec nous. Non, ils sont 12 heures passées de 3 minutes. Les numéros vous sont libérés le 22, 21, 33, 74 et le 22, 20, 19, 68. À nos côtés, Lucien Diossou-Mensan, Aliro Moru Chakala, Didier Assogba et Edwige Apedo. Et nous avons parlé aujourd'hui de la sécurité ou ce qu'on peut craindre autour de nos stations-service, les inondations notamment dans la basse vallée du Monin et ailleurs. On a parlé de la brillante et historique qualification des éperviers pour le CHAN 2020. Le Togo qui revient également des Jeux mondiaux de la plage à Doha au Qatar. La diaspora qui pourra désormais voter au Togo. Et puis le congrès de l'ANC avec l'investiture de son candidat à la présidentielle 2020. C'est sur ce sujet que vous intervenez. Bonjour. Alors bonjour. Oui, c'est Rodrigue. Depuis Agoué-Kochigan. Voilà. Oui, nous vous suivons. Monsieur Sassoua, vous allez? Dieu merci, nous nous portons bien. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons en retour. Je voudrais d'abord dire vraiment toutes mes félicitations à l'équipe des éperviers du Togo qui ont donc nous ont ramené, qui nous ont donné le sourire aux lèvres la fois passée. Vraiment merci à Ballot de Serre. Et également profiter en même temps pour dire quoi, s'il vous plaît, au chef de l'État plutôt, s'il vous plaît, monsieur le président de la République. Je ne sais pas celui qui a fait venir Claude le roi. Je voudrais faire parler à qui? À son conseil sportif et à tous ces sbires qui l'ont entouré. Ce monsieur, il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il parte. Il est temps qu'il parte. On l'en supplie. C'est bon. Il n'a qu'à aller. Aujourd'hui, c'est un local qui a fait ce qu'il fallait faire. On remercie. Secondo, je dis l'élection de M. Jean-Pierre Fabre, je dis moi, c'est un non-événement. On savait que c'était lui qui allait être investi à la candidature. Et donc, c'est un non-événement. Il ne faut même pas qu'on en fasse merci, merci. Et Tertio, oui. Je voudrais dire tout simplement quoi? Au niveau des inondations, oui. C'est vraiment 5 à 7. Il faudrait que le gouvernement fasse vraiment pieds et mains pour essayer de faire alléger la population de cette souffrance. Merci beaucoup. Nous saluons nos auditeurs à Agoué-Kochigan. C'est plutôt des commentaires et suggestions. Le suivant, bonjour. Bonjour, ça c'est bonsoir le plateau. Oui, c'est monsieur? Monsieur Tony. Tony.
Oui. Oui, nous vous écoutons. J'appelle de Davier. Davier. Oui. Je voudrais remercier les étraviers juniors. Locaux, Voilà. Locaux qui viennent de nous donner la joie. Et en même temps, demander au chef de l'État de voir la position de comment vous l'appelez, le sorcier blanc ou sorcier noir, l'Africain, là. Nous lui prions d'écouter au moins les cris de la population. merci. Pour en finir, je voulais remercier le doyen. Lucien Diossou-Messin. Oui, parce que je l'apprécie beaucoup. Il est toujours franc dans ses commentaires. De nous avoir dit, ou bien de nous avoir fait comprendre que les députés à l'Assemblée ne sont pas indépendants, eux qui sont l'ordre. Quand il dit que le chef de l'État leur a demandé de laisser passer cet article-là, c'est comme si on dit que les députés ne sont pas indépendants. Je lui prie de m'excuser, mais c'est comme ça que moi je l'ai compris. Si c'est autrement, il peut nous l'expliquer. Je vous remercie. Merci, sauf que la proposition introduite par le gouvernement avait été sévèrement critiquée, sinon rejetée par les députés. C'est après que le Parti UNIR a passé la consigne d'oublier sa proposition. Mais Lucien va vous répondre dans un instant. Mais on prend déjà le troisième auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui. Que cela ne vous étonne pas? Pour la première fois, le Togo a été qualifié pour la CAN au Cameroun, en 72 au Cameroun. Donc pour le CHAN, le Togo est qualifié encore pour le Cameroun. Oui. Donc ça fait la même chose. Donc, bravo aux éperviers locaux. Merci. Merci. Juste une petite suspension. Lucien, vous avez une urgence. Vous devez nous quitter. Mais un auditeur vous a un peu amicalement, gentiment égratigné tout à l'heure. Non, il ne m'a pas égratigné. Vous savez, quand on a les yeux et les oreilles, mais on refuse d'écouter, on ne peut rien. Le président a dit quelque chose. Les députés ne l'ont pas suivi. S'ils étaient vraiment aux ordres, ils devaient le suivre. Ils ne l'ont pas suivi. C'est les députés qui ont finalement rejeté la proposition présidentielle. Bon, maintenant, il veut comprendre ça à l'envers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merci beaucoup. C'est sa compréhension des choses. Un auditeur déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. Johannes. Oui. Oui, allez-y. Et tout d'abord, j'aimerais peut-être m'excuser pour la dernière fois. C'est vrai que par rapport à la question que j'ai, mon analyse, lorsque vous avez reçu ce décès à Agnon, peut-être que c'était un peu trop tirer vite les conclusions. Donc, qu'il m'en excuse pour ça. Non, c'est Dossé Agnon qui doit vous écouter et qui doit apprécier votre humilité. Tout à fait. Maintenant, collez à l'actualité, s'il vous plaît. Oui, profitez en même temps pour dire que lorsque vous recevez les invités, mettez-vous à notre place pour pouvoir, je ne dirais pas les obliger, mais les pousser à répondre clairement aux questions, quoi. Qui n'essaient pas de passer à côté des questions. Alors, aujourd'hui, bon, c'est par rapport à ce que Lucien Diossou a dit. Bon, finalement, moi, j'ai l'impression que parce qu'il a l'occasion de discuter souvent avec le chef de l'État, lorsque dans ses analyses, je remarque que dans ses analyses, il a du mal à critiquer les critiques qu'il doit avoir, à critiquer le régime bien, le parti uni. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a l'occasion de voir souvent le chef de l'État. Quand il dit que l'ANC est un parti qui a comme une secte, qui a la tête un gourou, mais on peut faire la même comparaison du parti uni. Mais sur ce terrain-là, il avait du mal à s'aventurer, mais concernant l'ANC, le cas, il le dit facilement, mais pour uni, je ne pense pas que on ne peut pas dire la même chose. C'est exactement la même chose. Hein. Lui, il a du mal à le dire. Merci. Lucien, il semble que vous ne critiquez pas le parti UNIR et son chef. Oui, il peut croire ce qu'il croit. Je ne critique pas le parti UNIR et son chef parce qu'il ne lit pas le combat du peuple. S'il le lit, beaucoup d'articles critiques envers le gouvernement sont dedans. Mais il parle plutôt de votre présence au studio du Club de la Presse. Non, ma présence au studio de la Presse, moi j'ai l'occasion de poser certaines questions à qui de droit, il me répond. Ensuite, il y a une chose que je vais vous dire, c'est le parti au pouvoir qui m'intéresse le plus, parce que c'est l'UNI qui est au pouvoir. Donc je pose des questions aux responsables de l'UNI, je veux savoir ce qu'ils font, pourquoi. Je sais qu'il y a cette propension à la conservation du pouvoir. Je vais passer toute ma vie sur ça. Merci beaucoup. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est monsieur Sylvain. Sylvain Bailly.
Oui. Ok, vous êtes en ligne. Oui, monsieur Sack, bonjour. Bonjour. Bonne émission. Merci. Et pour moi, c'est le goût de phrase du ministre qui m'intéresse beaucoup. Le ministre Qatari, Foli Bazi. Oui, qu'on peut tout trouver chez nous. Tout, même en politique, on peut tout trouver chez nous. C'est nous-mêmes qui nous confions à l'Occident. Et pour le vote de la diaspora, bon, c'est une bonne chose. Tout ce que le gouvernement nous annonce, c'est de bonnes choses. Mais comment ça se fait? C'est ça la grande question. Eh bien, on suivra lorsque le projet de loi passera à l'Assemblée nationale. D'accord. Vous avez le droit d'assister aux délibérations parce que c'est public. Ok. Tout ce que moi je dis, tout ce qu'ils annoncent, c'est de bonnes choses. Mais comment ça se fait, c'est ça la grande question. D'accord. Merci. Merci. Donc, c'est toujours un peu des commentaires, des suggestions. Peut-être une question à laquelle Edwige Apedo répondrait. Bonjour. Oui, bien sûr, abonné. Abonné. Oui. Vous êtes le bienvenu. Ouais, merci beaucoup. Bonjour au plateau. Bonjour. Ma question va à madame. Edwige Apedo. Bien sûr. Merci de me suivre. Félicitations à elle aussi pour son intervention. Ça prouve l'émancipation de la femme. C'est une dame, j'espère. Allô? Oui. Ok. Et félicitations à elle. Edwige, on vous félicite. Merci beaucoup. Et pour la question, si le ministre en question fait que nous avons tout, que nous pouvons tout, maintenant, l'intrus qui nous dérange là, il n'a pas de pouvoir pour lui dire quelque chose. Avons-nous appris que le ministère ou bien le politique ne doit pas s'ingérer dans les trucs du football? Mais le ballon rond là, c'est notre joie. Et le blanc là l'a mis dans ses poches et puis il s'en va avec. Il ne peut pas le sanctionner pour nous. C'est ça ma question. Mais sauf que ce n'est pas le blanc là, mais vous parlez de Claude Leroy. Hein? Donc c'est Claude Leroy. Vous en voulez à Claude Leroy, pas au blanc. Dans tous les cas, moi je suis 100% togolais. Merci beaucoup. Edwige Apedo. Et je finis. Deuxième question. Je crois que vous avez fini. Avec la deuxième question. Si nous avons déjà été au Togo en 2015, je ne sais pas qu'est-ce que les politiques là nous veulent nous présenter en 2020. Il n'y a pas de débat. Le même schéma s'est produit en 2015. Si M. Fabre pense aller aux élections et veut que les autres le soutiennent pour avoir une unité d'action sur certaines conditions, c'est-à-dire qu'on a déjà vu ça. On n'aura qu'à faire une chambre d'enregistrement et les milliards qu'il faut dépenser pour les élections, on prend ça pour construire les hôpitaux. Merci Johannes. Edwige Apedo, non plutôt c'est abonné Edwige. Oui. Ce que Foli Bazi Qatari a dit sur Abalo Dossé, est-ce qu'il ne peut pas avoir le courage de faire la même chose à la tête des éperviers? Je pense que le ministre, lorsque le Togo n'a pas pu se qualifier pour la CAN 2019, a été déçu et on a eu à l'interviewer. Sauf que la décision finale doit être prise par le président de la République. Quand à un moment donné, le président lui-même, il suit les matchs, il le regarde, il connaît les résultats des éperviers A. Quand vous savez que vous avez engagé quelqu'un en qui vous mettez les moyens, des millions de francs CFA et que ça ne produit rien du tout, vous prenez la décision de le limoger. Lors de la précédente CAN, il y a eu plusieurs entraîneurs qui ont été renvoyés juste après la CAN 2019. Mais nous, on n'a pas pu se qualifier. Et quand vous voyez nos résultats, nos classements FIFA, c'est vraiment dommage. Maintenant, le ministre peut en parler, mais il a été engagé par quelqu'un. Il est sous quelqu'un. Et si lui n'arrive pas à le faire... Le ministre a été nommé, pas engagé. Nommé, excusez-moi. Les mots ont leur place. Nommé par quelqu'un. Donc, si lui, il n'arrive pas à le faire, et si lui n'arrive pas à prendre cette décision, je pense que le président de la République, le président, justement, il n'y a pas longtemps, le président était au stade pour un match de gala et les 30 000 poumons du stade de Kégué lui ont signifié directement. Claude Leroy démission. Il était au stade le jour-là. Il était au stade pour la nuit du football africain où les légendes étaient là. Le président de la République était là quand les supporters disaient Claude Leroy démission. Je pense que c'est à lui de nous dire
Ok, c'est bon, j'ai engagé. C'est un bon cadeau qu'il a eu à nous faire. Hein. Notre papa, là, il a fait un bon cadeau. Finalement, ce cadeau, il nous a fait le cadeau, on n'arrive pas à manger le cadeau. C'est pourquoi on lui demande de changer le cadeau. Merci beaucoup, voilà. Edwige. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, c'est pour poser, c'est Johannes qui revient. Johannes, Une question à Edwige. Et par rapport à l'intervention du ministre, c'est trop facile, à mon avis, c'est trop facile de dire ça. Parce que, tenez-vous bien, M. Sanz, sans la présence de Claude Leroy, je vous assure qu'Abalo seul ne pourrait pas arriver à cette étape. Parce que c'est grâce à Claude, c'est plutôt à l'étranger qu'on ouvre les portes et on lui donne, on accorde facilement les fonds. C'est à cause de ça que Claude Leroy a pu obtenir les fonds pour Abalo Dossé, pour pouvoir faire la préparation de l'équipe locale. Est-ce que vous voulez dire que Claude Leroy est encore utile pour le football togolais? Non, c'est les autorités qui le rendent utile. Parce que si Abalo seul, c'était uniquement Abalo Dossé seul, il va réclamer, se casser la tête et réclamer des fonds, mais on ne lui accorderait que des miettes. Mais quand Claude Leroy réclame, on se précipite et il n'attend pas. On lui remet tout ce qu'il demande. Merci. C'est grâce à Claude Leroy que Abalo Dossé est là, mais quand même, on lui dit de partir. Merci. Didier, vous voulez répondre à l'ami Johannes? Oui, dans ce cas, si Claude Leroy peut être un élément qui concourt à notre succès, on peut lui changer de poste. On le nomme conseiller à la présidence, donc auprès de la FTF ou quelque chose comme ça. Et donc quand il a quelque chose, à mobiliser les fonds. Il mobilise les fonds. On sait qu'il a un butos dans le pays. C'est une histoire de graines, de quelque chose là. Graines de talent. Voilà, on sait. Graines du Togo. Graines du Togo. On sait que c'est son butos. Ce sera pas facile pour lui. C'est un projet qu'il exécute pour les jeunes. Tout ça, bon, d'accord, on connaît. Merci. Donc, butos, ce mot créé par les journalistes qui envahit maintenant la langue française. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, Sam Gao. Oui. C'est votre papa. Papa Sibiti, depuis Djidjolé. Je salue sur le plateau Lucien, Sakala et celui qui venait de... Vous savez, quand je parle, vous croyez qu'on marche. Je voudrais dire que c'est le président Fabre qui sera candidat. On m'a critiqué. Candidat de son parti. Hein? Candidat de son parti. Mais oui, c'est comme ça. Et pour le président de la République, quand on l'a dit, c'est tous, ils sont comme ça. C'est lui. C'est lui ou rien. Les gens vont l'applaudir. Vous avez vu ce qui s'est passé. Moi, j'écoutais à la radio ce matin. Et deuxièmement, ce que je voudrais dire sur les inondations, à propos des inondations. Oui. Sache, nous ne pouvons pas être inondés. Le gouvernement doit tout faire. Parce que nous avons construit dans des zones approuvées. Nous avons construit dans des zones approuvées. Ce n'est pas nous qui sommes faillibles. C'est le gouvernement. Il n'est pas faillible. Ils doivent nous aider. Merci. Je vous en prie, Papa Sibiti. Donc, pour les inondations, le gouvernement ne nous a pas empêchés d'aller construire là où nous sommes. Et si nous sommes inondés, il faut que le gouvernement arrive à nous sortir de l'eau, Chakala. Non, je crois qu'il a bien su de dire les choses telles qu'elles se passent, parce que si les gens ont des titres fonciers, ça veut dire que ces zones sont viabilisées. Donc, le tort d'être inondé doit incomber à celui-là qui a délivré le certificat ou bien le permis de construire. Donc, il faut aujourd'hui situer les responsabilités. Et bon, le Papa Sibiti a bien trouvé que des infrastructures se construisent pour éviter quand même que le chaos ne survienne les années à venir. Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. C'est M. Kodjo. Kodjo, vous êtes le bienvenu. Oui. Et c'est sur l'élection de 2020, la participation de M. Faure Gnassingbé à cette élection. Et M. Faure Gnassingbé a dit dans une interview que pour consolider la démocratie, il faut bien retenir ce mot. Pour consolider la démocratie, il faut qu'un président fasse 2 mandats, au plus 3. Maintenant, on nous dit que nous ne pouvons pas empêcher M. Faure Gnassingbé de déposer sa candidature. Là, d'accord. Maintenant, s'il dépose une candidature qui va au-delà de 3, c'est qu'il ne veut pas consolider la démocratie. Maintenant, je veux que vous tous qui êtes là-bas, en commençant par le doyen, me répondent s'il est prêt à voter quelqu'un qui ne veut pas consolider la démocratie dans son pays.
Merci beaucoup. Merci l'ami Kodjo, sauf que Lucien a une urgence. Il nous a quittés, mais Tchakala, vous êtes là au studio, vous avez écouté l'ami Kodjo. Non, mais est-ce que nous allons répondre à la place du président de la République? Le président de la République a eu à tenir des propos et c'est su de tous, mais bon, aujourd'hui, s'il était sur ce plateau, il répondrait. Bon, mais est-ce que le fait de se repositionner pour un éventuel 4e mandat, est-ce que c'est cela qui va fragiliser la démocratie ou la paix sociale dans le pays? Bon, à lui de nous édifier. Donc, je crois que c'est une question lourde que je ne peux pas, à laquelle je ne peux pas, moi, personnellement, répondre. Merci. Mais il parle également, l'autre volet de sa question, c'est si on voterait quelqu'un qui n'est pas prêt à consolider la démocratie. Nous ne pouvons pas dire ici, nous ne sommes pas dans l'isoloir. Ici sur l'antenne, mais c'est à lui de s'organiser. S'il pense que quelqu'un ne peut pas consolider la démocratie, il peut s'organiser pour que son vote n'aille pas dans le sens là où qu'il ne souhaite pas. Et donc, voilà, la prochaine fois qu'on verrait Faure Gnassingbé publiquement en tant que journaliste, il y a quelqu'un qui a l'habitude de le voir, mais il n'est pas là. Mais nous, quand on aura la chance de le voir, on lui poserait directement la question de savoir si est-ce qu'il nous donne, il nous rassure de ce qu'il va continuer à consolider la démocratie ou pas. Merci. Un dernier auditeur. Juste un dernier auditeur, si la technique le permet, ou bien nous avons un impératif de temps. Merci beaucoup pour ceux qui ont été en ligne par leurs questions. Edwige, vous partagez avec nous le constat que quels que soient les sujets que nous développons, la plupart des intervenants viennent toujours à la politique. Vous l'avez vécu en direct aujourd'hui? Oui, je l'ai vécu et parfois c'est dommage. On se dit ce n'est pas que la politique au Togo, il y a aussi le social, il y a le sport, il y a l'économie. Nous avons partagé des inquiétudes sur les stations-service qui ne nous donnent pas des gages de sécurité, mais les habitants des quartiers ne s'en préoccupent pas. Je pensais avoir une réaction sur ça. Par rapport à ça, vous avez interpellé les institutions concernées. L'Ange, mais l'ANPC, les sapeurs-pompiers. Vous pouvez avoir un ou deux auditeurs qui devaient revenir sur ça parce que ce n'est pas seulement le coin dont vous avez parlé. Il y a aussi ces cas dans certains quartiers. Vous voyez, donc, c'est dommage qu'on s'intéresse qu'à la politique. Vous savez, la politique draine, oui. Mais il y a aussi d'autres sujets sur lesquels on peut interpeller nos gouvernants. Merci Didier Assogba. Nous sommes souvent interpellés. Les gens nous reprochent à nous, les journalistes, de nous intéresser qu'à la politique. Et quand nous faisons l'effort d'aborder des questions de proximité, nos amis auditeurs nous ramènent toujours à la politique. Oui, c'est leur... on va dire, c'est leur préoccupation. Nous essayons de faire ce qui est notre job, notre travail. De faire dans la diversité tant que faire se peut, mais on a l'impression que ça n'intéresse pas véritablement. Il suffit de voir, nous sommes dans la presse en ligne par exemple, même dans la presse papier, il suffit de sortir un journal où il n'y a pas de sujet politique, on n'achète pas. Il suffit d'écrire un article de presse que vous publiez en ligne. Si c'est pas politique, les gens s'intéressent même pas à ça. Mais quand on dit c'est fort ou c'est... Mais pour vous démentir, les lecteurs du Courrier de la République vont s'intéresser à cet article à la page 6. Injustice dans le district sanitaire de Tandjouaré. La raison du chef a pris le dessus. Alors, est-ce que c'est pour la bonne cause quand même, Tchakala? Non, c'est pour la très bonne cause parce que il s'est passé une anomalie que nous sommes donné cette hauteur-là de signifier aux uns aux autres pour que le tir soit vite rectifié. Bon, et c'est rectifié? Non, c'est pas encore rectifié, mais si notre article peut permettre quand même de situer les responsabilités des uns des autres par rapport au cas que nous avons relevé. Merci. Alors, on va recueillir très rapidement vos cartons. La technique nous talonne que notre temps est déjà terminé. Allez-vous, votre carton du jour? Bon, carton vert au cadre unir du moyen mono qui sont allés là-bas faire des dons au nom du président de la République et aussi réchauffer la base militante de se mettre prête pour les échéances à venir. Merci, sauf que ces cadres unis vont offrir des fournitures scolaires plus d'un mois après la rentrée scolaire. On n'a jamais fini d'être prêts. Mais ils auraient pu encore le faire beaucoup plus tôt. Didier Assogba. Moi, je colle un carton rouge
au cadre uni, cette fois de la préfecture de Kpendial, qui font un peu dans la discrimination, on va dire, entre les autochtones et les allogènes. Je pense que nous sommes au Togo, nous sommes une seule et même nation, et que quelqu'un d'ici vive là-bas sur le même territoire, ça ne devrait pas poser un problème. Et pendant qu'on y est, le chef de l'État a donné, on a parlé des cadeaux du chef de l'État partout ce week-end. La distribution a posé problème au niveau de Kpendial parce qu'il aurait fallu donner aux meilleurs. Et il y a une fille qui a eu 18 là-bas au BPC. Et on a dit qu'elle est allogène, elle ne devrait pas participer, qu'il faut donner d'abord. Ça, c'est un acte du UNI parti au pouvoir. C'est vraiment important de le relever. Edwige Apeto, votre carton. C'est discriminatoire. Un carton vert à l'équipe locale qui s'est qualifiée pour le CHAN et en même temps encourager les jeunes du basketball 3 contre 3. Merci. Carton de gratitude à cet ami Daniel Agblevon qui assure la troisième mi-temps avec du pain et du croissant fait à base de manioc, d'igname et de soja. Donc bon appétit. Je sens déjà l'homme venir à la bouche. Daniel, merci et au prochain auditeur que nous saluerons demain.